Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Alors n'hésitez pas à dire s'il y a moins de problèmes dans le chat, parce que je n'ai pas de retour pour savoir si ça se passe bien. Ouais, j'avoue que d'ici, c'est pas simple. Donc voilà, Xavier. Alors, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce qu'on voit bien les diapos? Je laisserai suivre le chat. Ouais, je regarde. Top, bon, ben, merci. Je surveille l'heure, on a quelques minutes de... Ah, alors, attendez, je retrouve le bon écran, voilà. Alors, comme tout le monde, on remercie bien les sponsors, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci à tous ces sponsors-là. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Xavier Nopre, je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Donc je suis artisan développeur, je suis passionné par le développement logiciel, la qualité et l'agilité que je mets en œuvre depuis de nombreuses années au quotidien. Et actuellement, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Vertis il y a plus de 2 ans, comme cofondateur et comme CTO et développeur. Aujourd'hui, mon souhait, c'était de vous partager notre retour d'expérience sur tout ce qu'on a mis en œuvre dans le contexte d'une startup, tout ce qu'on a mis en œuvre tiré de l'agilité. Comme je l'ai dit, je suis fan d'agilité, de craftsmanship, de code vraiment bien fait, de qualité logicielle. Et j'ai eu la chance chez Vertis de m'associer à des gens qui partageaient ces valeurs-là. Et donc, dès le début, on a mis en place, dès le début, tout ce qui nous semblait important. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Chez Vertis, on développe une plateforme qui permet à des industriels de créer, d'héberger, de partager des visites virtuelles. Bon, je vous ai mis des petites captures d'écran. C'est une application essentiellement en SaaS, donc en ligne. Et on a également une offre on-premise pour permettre à nos utilisateurs de l'installer sur leur propre infrastructure. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder un peu différentes parties de notre processus et puis de vous partager tout ce qu'on a mis en œuvre. Donc, on va partir de la capture du besoin, passer par différentes étapes, aller jusqu'à la livraison, les rituels quotidiens, etc. Donc, la capture du besoin, tout initialement, en fait, les 2 associés avec qui je travaille sont issus d'une ancienne société où le moteur de rendu de la visite virtuelle avait déjà été développé, mais n'avait pas encore été utilisé. Et donc, ils avaient déjà une connaissance du métier, déjà des contacts de gens qui utilisaient un ancien produit qu'on espère aujourd'hui non pas remplacer, mais proposer un successeur de ce produit d'édition de visite virtuelle. Donc, ils avaient des contacts avec des utilisateurs, donc ils ont commencé par faire des interviews, d'essayer d'interviewer plusieurs utilisateurs, de discuter, et surtout me rappeler le product owner ces jours-ci en préparant, il me disait que vraiment, il portait l'attention sur essayer de vraiment comprendre les cas d'usage, essayer vraiment d'identifier les différents cas d'usage qu'on pouvait rencontrer chez nos utilisateurs. On a eu la chance de pouvoir avoir une co-construction avec des early adopters, des premiers adopteurs de notre solution. Donc, on a eu des clients qu'on a réussi à convaincre dès le début et avec qui on a co-construit le produit avec un partenariat. Un partenariat qui faisait que eux pouvaient nous exprimer leurs retours, leurs envies, leurs attentes, les prioriser. Et puis, comme ça rentrait en général dans notre roadmap, on a pu planifier ça au fur et à mesure avec eux, quoi. Et donc, leur livrer régulièrement, avoir des retours très fréquemment. Donc ça, c'était super important d'avoir vraiment des retours, des boucles de retour, de feedback très fréquentes. Ensuite, un point important, c'est qu'on s'est toujours polarisé semaine après semaine sur les fonctionnalités vraiment essentielles et pour essayer de les mettre très vite en production. L'idée, c'était vraiment d'avancer de façon itérative, alors, dans le développement évidemment, mais aussi dans la mise en place des fonctionnalités. Donc, on a une roadmap, on a une idée de ce vers quoi on veut aller, mais au niveau de la mise en œuvre, de la priorisation et de la livraison très fréquente, la mise à disposition des utilisateurs, on est vraiment allé vraiment attaquer sur les fonctionnalités qui nous semblaient essentielles et qui
semblait essentiel au retour des utilisateurs. Donc, d'avancer par petits pas. Et puis, pour obtenir du feedback, ça c'est super important pour vraiment s'adapter, à la fois adapter les fonctionnalités ou améliorer la priorisation. Du coup, on avait ces clients privilégiés avec lesquels on pouvait faire des itérations assez courtes et faire preuve de pédagogie aussi pour leur expliquer la démarche, etc. Donc, ça, c'était important, je reviens sur ce point-là, c'était quand même important. Il nous a fallu au début assez bien expliquer un peu l'idée, leur dire qu'ils n'auraient pas tout de suite, mais qu'ils auraient au fur et à mesure, et ça, les clients le comprennent quand même très vite, le fait que, ils n'ont pas tout de suite, mais à condition qu'on leur livre ce qu'ils espèrent avoir, c'est-à-dire qu'on met en œuvre les feedbacks qu'ils nous donnent pour mettre en œuvre des choses, là, le client, il accroche, il voit que ce qu'il a exprimé arrive, il l'a à disposition, et donc ça, c'est intéressant. On a aussi consacré pas mal de temps aux utilisateurs réguliers, donc on a d'autres utilisateurs avec qui on avait moins d'itérations régulières, mais avec lesquels mes deux associés passent du temps, font des réunions régulièrement pour discuter, et notamment on revient au premier point tout en haut, comprendre les cas d'usage, donc essayer de bien comprendre est-ce que ça correspond à leurs besoins, à leurs utilisations, qu'est-ce qu'il faudrait adapter. Parfois des anomalies, des bugs qui ne nous remontent pas forcément, mais des difficultés qu'ils rencontrent, et ça, on arrive à l'avoir avec des petites réunions, 1 ou 2 fois par mois, avec ces clients-là. Et puis, je l'ai déjà dit, mais essayer d'instaurer un cercle vertueux en essayant de satisfaire les attentes. C'est-à-dire que si on prend du feedback et puis qu'à côté, on suit sa roadmap malgré tout sans en tenir compte, les clients arrêtent de faire des retours, quoi. Et puis un autre point aussi important que j'ai glissé à cet endroit-là, c'est que nous, dès le début, on s'est donné comme mot d'ordre de ne laisser passer aucun bug, au moins les bugs bloquants, gênants, et de les traquer systématiquement dès qu'ils apparaissent, de les mettre vraiment en priorité dans notre process. Et ça, mine de rien, ça génère une qualité globale, et ce sera un peu le maître mot tout au long de la présentation, une qualité à tous les niveaux, une exigence et une qualité, quoi. Ensuite, une fois qu'on a capturé le besoin, comment ça se passe au niveau de la priorisation et des flux? Donc, nous, on travaille plutôt en mode Kanban. Donc, j'ai parlé d'itération, c'est plutôt des itérations de livraison au client, mais nous, au quotidien, on est en Kanban. On a un Kanban sous Jira. Moi, j'avoue que je n'étais pas du tout fan de Jira avant l'expérience qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, on a un product owner qui a passé pas mal de temps à configurer Jira pour vraiment qu'il corresponde à nos besoins. Moi, j'étais par exemple très fan de Trello, qui est assez simple, et finalement, on a réussi à retrouver pas mal de choses. Je vous ai mis une petite capture d'écran. Donc, on a notre workflow avec nos différentes étapes et les tickets qui passent d'étape en étape. Donc, ça c'est vraiment très pratique. On a plusieurs types de tickets donc, qui ont été configurés dans le projet. On a plusieurs projets, mais un projet essentiel, principal. Et donc, on a plutôt des tickets de type story, bug ou enabler. Ce qu'on a appelé les enablers, c'est les petits tickets, je dirais, techniques qui permettent à l'équipe de dev, de développement, de glisser des choses qui sont à faire, qui n'ont pas forcément un impact direct et visuel pour les utilisateurs. Tout ça est priorisé par le product owner, et je vais revenir sur la slide d'après. Le product owner, lui, il a bien connaissance de la valeur de chaque fonctionnalité, puisqu'il a bien discuté, comme je l'ai dit, avec les utilisateurs. Et puis, il consulte l'équipe de développement pour avoir des estimations. Alors, on n'est pas sur des estimations chiffrées, mais c'est du dialogue assez informel. Mais il vient nous voir des fois sur des tickets, nous dire, bon les gars, ça c'est petit, moyen, gros, voilà, et notamment, donc est-ce que ça va prendre peu de temps ou beaucoup de temps, et puis aussi une estimation un peu du risque, savoir s'il y a du risque. Et après, au niveau du flux, les tickets rentrent dans le backlog, qu'on ne voit pas dans cet écran-là. Et puis ensuite, nous, on a notre Kanban quotidien avec la colonne à faire, en cours. Ça passe ensuite en merge request où on a de la revue de code, j'y reviendrai, et des déploiements d'environnement de test. Si c'est bon, ça passe en staging, c'est-à-dire ça c'est mergé, ça va sur un environnement de pré-prod. Et puis ensuite, ça passe dans la case fait et c'est parti en prod. Je voulais revenir partager avec vous cette notion-là que je pense qui est peut-être évidente, mais je me suis posé la question, donc j'ai préféré faire une slide sur la priorisation. Pour moi, un product owner, il va prioriser selon
notamment deux informations qui sont la valeur de chaque fonctionnalité et son coût. Donc, par exemple, tout ce qui est en haut à gauche, c'est tout ce qui a de la valeur et un coût faible. Bon, bah ça, c'est des choses qu'on va prioriser très rapidement, qui vont très vite rentrer dans le flux de développement, parce que ça va nous apporter beaucoup de valeur à moindre coût. À l'opposé, tout ce qui n'a pas énormément de valeur, et puis par contre, on s'aperçoit que ça a un coût, une complexité, ça, en fait, on va l'oublier. Des fois, ça reste un peu dans notre backlog, mais en fait, on entraîne quelques-uns comme ça qui sont dans le backlog, et à mon avis, ça ressortira jamais, quoi. Et puis, on a les deux autres cases. Alors, là, en bas à gauche, tout ce qui a un peu de valeur, plus ou moins de valeur, mais un coût qui est assez réduit. Ça, c'est les choses en général qu'on va glisser entre deux. Au bon gré du product owner. Mais c'est les petites choses, des fois, qui finissent par remonter à la surface du backlog. Et puis, comme ce n'est pas très coûteux, on le glisse. Et puis, ça rajoute des petits plus. Ce n'est pas souvent des grosses fonctionnalités, mais c'est des petites plus, des petites améliorations au niveau de l'interface. Et en haut à droite, alors, on a les fonctionnalités qui vont avoir de la valeur, mais qui vont avoir un coût ou une complexité. Donc ça, je l'ai mis secondaire, c'est-à-dire ça va venir dans un second temps par rapport à celles qui sont prioritaires. Et puis aussi, je l'ai noté, c'est selon les risques à lever. Par exemple, des fonctionnalités sur lesquelles on va avoir un risque technique, une ambiguïté ou une incertitude, c'est peut-être des choses qu'on va quand même prioriser pour un moment pas se retrouver à ce que ces choses-là deviennent prioritaires et qu'on n'a toujours pas levé le risque technique. Donc la priorisation qui se fait donc, en discussion entre le product owner et les développeurs, et selon notamment les deux éléments qui sont la valeur et le coût. La répartition des développements au sein de l'équipe, donc nous, on a des développeurs, l'idée c'est plutôt d'avoir des développeurs full stack. En tout cas, moi, je suis plutôt fan de développeurs qui savent un peu tout faire. Et finalement, aujourd'hui, un développeur full stack, on a l'habitude de dire que c'est quelqu'un qui fait du front et du back, mais finalement, c'est aussi quelqu'un qui va être capable d'interagir avec l'intégration continue, voire avec l'infra, voire avec l'outillage. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, surtout en environnement startup où on n'est pas nombreux, chaque développeur va devoir savoir un peu tout faire, quoi. Ce qui, nous, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, ce n'est pas le cas surtout. Et puis, on essaie de faire monter tout le monde en compétences. Chaque développeur prend une tâche à la fois. Je me fais taper sur les doigts parce que je me retrouve des fois avec 2-3 choses en cours, mais je me fais rappeler à l'ordre. Mais l'idée, c'est un développeur a une tâche à la fois, et aussi bien le product owner que le CEO ont vraiment aussi partagent cette valeur de ne pas interrompre un travail qui a été démarré. Même si quelque chose apparaît d'un coup et nous semble assez prioritaire, la priorité des priorités, c'est de terminer ce qui est commencé. On prend dans l'ordre en prenant la première tâche qui est dans la colonne à faire. Alors, il se peut que le développeur n'ait pas forcément toutes les compétences pour traiter cette tâche. Dans ce cas-là, on va essayer de privilégier le pair programming. Ça va être l'occasion de faire monter en compétences sur cette tâche-là et sur les compétences qui pourraient lui manquer. Sinon, une autre approche qu'on peut avoir, c'est du coup de lui donner des informations. Il va quand même travailler dessus. Il va prendre le temps qu'il faut, puis on lui donne des infos. C'est surtout moi, donc je vais lui donner des informations, lui donner des indications sur les informations qui peuvent lui manquer. Un jeune développeur qui est moins expérimenté sur la partie back-end, je vais lui montrer très vite un peu les endroits dont il peut s'inspirer du code qui existe, etc. Et puis, je vais avoir un suivi au fur et à mesure de la journée. Il va m'interrompre 3-4 fois dans la journée dès qu'il est bloqué, mais c'est lui, au final, qui va la traiter, cette tâche-là, avec un peu d'aide en tâche de fond, et du coup, il va monter en compétence presque aussi bien que du pair programming. Et sinon, si vraiment il n'y a pas possibilité, il passe à la suivante. Et puis cette tâche, souvent c'est moi qui la récupère derrière, mais voilà, on essaie de rester là-dessus. Et puis on a une analyse, une conception qui est faite en équipe. Alors en équipe et en équipe élargie. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès qu'on va attaquer une tâche, je discute souvent avec mon jeune collègue pour voir un peu comment on va s'y prendre, comment ils veulent l'implémenter, etc. Et puis des fois, on fait intervenir aussi les autres collègues de la startup, le product owner et autres, pour aussi avoir leur avis. Bon, il se trouve qu'ils sont un peu techniques, ils ont des compétences techniques, donc ça permet d'élargir le débat et de trouver la meilleure solution. Forcément, j'ai parlé qualité au début, donc je ne peux pas ne pas parler d'excellence technique et de qualité logicielle. Donc, nous, c'est vraiment un maître mot, je disais, qui a été là depuis le début, donc de vraiment avoir la qualité dès le départ.
Donc, la qualité, bon, c'est forcément du code soigné, lisible, intuitif. J'essaie de plus en plus de faire du bug-free by design, c'est-à-dire de faire en sorte que le code limite les bugs ou limite le mauvais usage du code. Donc, d'avoir une architecture, une conception qui évite d'utiliser le code d'une façon qui n'a pas été prévue. Tout ce qui est cœur du produit, alors c'est forcément avec des tests unitaires, du TDD si possible. Pour ceux qui me connaissent, je suis fan de TDD, j'essaie de le pousser le plus possible dans l'entreprise. Mais voilà, et les tests unitaires, on essaye d'être pragmatique. Donc, tout ce qui est cœur du produit et qui tourne autour du cœur du produit, là, c'est un maximum de tests. Et puis, après, on est un peu plus souple et pragmatique sur le reste. Souvent, j'insiste sur ce point-là, souvent en environnement startup, les gens peuvent... ce que je vois souvent, c'est que ces aspects-là sont vraiment négligés au niveau de la qualité, des tests unitaires, etc. Et souvent, les gens se disent, ça va nous ralentir, il faut avancer. Et c'est vraiment l'idée que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en startup qu'il faut foncer tête baissée ou coder à l'arrache et puis de se dire, on verra plus tard. Et moi, je croise, à mon sens, trop de startups qui partent comme ça, soit parce qu'ils n'ont pas trop la notion, pas trop la compétence non plus, et du coup, se retrouvent au bout de quelques mois à avoir les difficultés qu'on peut imaginer, parce que finalement, les choses se stabilisent, le produit commence à prendre, le code qui a été écrit il y a quelques mois, finalement, qu'on pensait qu'il serait peut-être jeté, il est toujours là, sauf qu'il n'est pas de la qualité qu'on voudrait, il n'est pas testé comme on voudrait, etc. Nous, dès le début, on a mis en place de l'intégration continue, de la CI, qu'on a améliorée pas à pas. J'ai donné une conférence l'année dernière là-dessus. Je pense qu'elle doit pouvoir se retrouver en ligne, où j'avais présenté sur toute une session l'évolution de notre intégration continue et montrer qu'on va commencer par un job, le job des tests. En général, c'est le plus facile à mettre en place. Et puis, qu'on est arrivé de fil en aiguille à une intégration continue beaucoup plus complexe, variée selon les branches, selon que ça part sur des environnements de test, de la pré-prod ou de la prod. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il me semble vraiment important d'investir vraiment dès le début. On a également des tests manuels qui interviennent, qui sont menés par tout le monde, évidemment par les développeurs, mais on a aussi un product owner qui est très impliqué. Également le CEO, c'est-à-dire selon les périodes. Il y a quelques jours, on a eu une grosse mise en prod qui m'a occupé une partie de la nuit. En parallèle, et sinon dès le lendemain, tout le monde a été mis sur le pont pour vraiment tester à fond l'application. Donc vraiment se donner les moyens et pas de se dire on n'a pas le temps, il faut avancer sur d'autres choses. On met ça en priorité, On essaye aussi de soigner l'historique Git et de ne pas faire n'importe quoi. Donc on a essayé de réfléchir aussi dès le début à un workflow qui nous permet d'avoir un historique Git qui nous convient, qui ne soit pas fouillis, qui ne soit pas complètement saturé de bruit et d'informations qui ne nous intéressent pas. Donc ça a quelques contraintes, mais voilà, aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, on se retrouve avec un historique Git qu'on estime être propre et qui correspond à nos besoins. Je partage aussi quelques petites informations. On essaye d'appliquer le maître mot de la factorisation, c'est-à-dire la factorisation à la 3e répétition, c'est-à-dire surtout quand on développe, on a un besoin, on l'implémente une fois, on l'implémente 2 fois, et puis lorsqu'on se rend compte que c'est la 3e fois, là, c'est le moment de factoriser. Mais on ne se dit pas, on est en startup, on continue à l'arrache et on continue. On a également fait beaucoup d'efforts sur l'automatisation. Je parlais d'intégration continue, mais que ce soit l'intégration de l'automatisation dans la CI ou de l'automatisation aussi sur les postes de développement, où je le détaillerai après sur tout ce qui est livraison à nos clients. Dès qu'on se rend compte que quelque chose est répété, on cherche à l'automatiser. Je vais donner un exemple. Pour livrer notre solution on-premise, on avait différents artefacts à livrer, notamment une mise à jour des utilisateurs. Et je me retrouvais toutes les semaines à télécharger 3 petits fichiers que je devais zipper et envoyer par mail aux clients. Ce n'est pas grand-chose, mais je l'ai fait plusieurs fois, alors un peu plus que 3, avant de commencer à en avoir marre. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi la CI ne pourrait pas faire ça pour moi? Et finalement, c'était vraiment rien de rajouter un job avec une génération d'artefacts et de zipper ces 3 fichiers. Et maintenant, je n'ai plus qu'à télécharger le fichier et le mettre dans un mail.
Alors, ce n'est pas grand-chose, mais toutes ces petites choses, tous ces petits gains au quotidien nous font vraiment gagner du temps. Donc, ne pas factoriser trop tôt, ne pas automatiser trop tôt, mais ne pas non plus attendre et continuer à perdre du temps sur ces aspects-là. Il y aurait plein d'autres aspects au niveau de l'excellence technique et de la qualité logicielle dont je pourrais vous parler, ou vous connaissez peut-être déjà. Mais voilà, en tout cas, ne pas les négliger ça, y compris dès le début. Et l'exigence de qualité dont je viens de parler au niveau du code, elle va également beaucoup plus loin. Et en fait, il se trouve qu'on a eu, alors vous avez en bas une petite illustration de notre CI, de notre intégration continue, et sur laquelle également on a été très exigeant, je viens d'en parler. Et puis, je voulais illustrer par l'image de droite, le fait qu'on a également eu une exigence très forte dès le début, alors qui moi-même, je dois l'avouer, m'a un peu surpris les premiers mois, une exigence de qualité à tous les niveaux, et notamment sur le rendu final. Et donc, dans les évaluations fonctionnelles par le product owner, voire par le CEO aussi, on avait des retours des fois sur le fait que, à quelques pixels près, ou à quelques éléments près de taille de police, de couleur, etc., ce n'était pas exactement ce qui était prévu à l'origine. Moi, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je positionne le curseur moins loin, où j'arrive à me satisfaire assez vite de quelque chose que je trouve déjà très propre. Mais j'avais des collègues qui étaient très exigeants là-dessus, et finalement, ça paye, parce qu'au final, les retours des utilisateurs, c'est que notre produit, il est propre, il tient la route, voilà. Et même si on n'a pas, dès le début, pas beaucoup de fonctionnalités, on a tout fait pour qu'elle soit le plus propre et le plus joli possible. Voilà. Donc la qualité à tous les niveaux. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on fait des merge requests. Un point aussi important pour nous, c'est on fait des merge requests avec de la revue de code. Donc chez nous, les branches guides permanentes sont protégées, donc tout ce qui est branche développe et branche master, elles sont protégées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser dessus, mais on est obligé de passer par une merge request. Et ça, c'est un workflow qu'on a mis en place dès le début et puis qui a été complètement adopté. On le voit quand on doit travailler avec d'autres personnes, on s'aperçoit à ce moment-là à quel point on a, nous, intégré ce workflow-là et à quel point, finalement, il n'est pas intuitif pour tout le monde. Donc, merge request obligatoire. Pour nous, le processus idéal, c'est que seul l'auteur de la merge request modifie le code. Donc, le développeur qui a développé la fonctionnalité crée sa merge request et il n'y a que lui qui va modifier le code. Par exemple, nous, on est sur GitLab qui propose, dans l'interface graphique, on peut proposer des modifications du code. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a testé et qu'on a fini par exclure de notre process parce qu'il y avait trop d'inconvénients. Petite faute de frappe, mais seul l'auteur d'un commentaire ferme le fil. Donc, chaque merge request est revu par un autre développeur et également fonctionnellement est testé par une ou plusieurs personnes, mais si on peut, au moins le product owner. Donc, chacun va faire des commentaires et donc c'est l'auteur qui ouvre le commentaire qui est censé fermer le commentaire. Donc, le développeur ne ferme pas le commentaire, le développeur met un petit mot pour dire c'est fait. On essaye d'être maintenant un peu plus détaillé que c'est fait. On essaye d'expliquer éventuellement ce qui a été fait ou les modifications qui ont été impactées. Et donc, ça permet à celui qui avait ouvert le commentaire de revérifier ce point-là, si c'est du code, de vérifier s'il a été modifié, ou peut-être il y a encore des retours sur ce point-là, ou si c'est fonctionnel, peut-être c'est bon et puis c'est validé. Et une fois que tout est validé, on va pouvoir merger la merge request. Et donc, le code est revu par un développeur qui approuve si la merge request est OK. Et le product owner également qui teste. Et donc, nous, dans notre process, idéalement, le premier des deux approuve, et puis le deuxième voit que c'est déjà approuvé, il peut merger. Donc, ça nous permet, sans se parler, d'avoir une revue, disons, technique sur le code et fonctionnelle. Alors, tout ça, il faut faire attention. C'est un sujet qui pourrait occuper une session entière, la revue de code, parce que j'ai noté un peu quelques éléments. Il faut faire preuve de bienveillance, de tolérance. Moi, j'essaye de challenger un peu dans la formulation, mais d'essayer d'inciter le développeur à aller un peu plus loin dans la qualité du code, l'expressivité du code, etc. S'inspirer de la communication non violente, faire des questions et des suggestions plutôt que de donner des ordres, etc. Nous, ça se passe très bien. J'ai connu des contextes où c'était un peu plus difficile. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention à la façon dont on communique dans ces merge requests.
Et ne pas oublier qu'on peut aussi se parler. Donc, nous, ça nous arrive aussi de mettre un commentaire pour la traçabilité ou le partage avec le reste de l'équipe, mais en même temps de dialoguer avec le développeur, surtout s'il est dans le même bureau. On a mis en place aussi, on ne l'avait pas dès le début, des reviews, ce qu'on appelle des review apps, c'est-à-dire que chaque merge request va déclencher, avec l'intégration continue, va déclencher le déploiement d'une app de test. Alors avant, on avait le product owner qui était assez technique, il récupérait tout sur son poste. Il lançait le build qui pouvait être un peu long, de rebuilder toutes les différentes apps front, intégrer ça dans le back-end, etc. Et il testait en local. Alors le constat qu'on a fait assez vite, c'est que ça lui faisait beaucoup de perte de temps. Il devait attendre que ce soit buildé. Il ne pouvait pas tester plusieurs choses en parallèle puisqu'il récupérait une branche puis il ne travaillait que sur cette branche-là en attendant qu'elle soit buildée et disponible. Éventuellement, s'il faisait des retours. Et puis, il avait un switch mental assez fort entre les autres tâches qu'il avait à faire et puis lancer des builds sur son poste, attendre que ce soit prêt, etc. Et donc, chaque merge request donne lieu à une review app avec des données de test. Alors ça, c'est un investissement, forcément. Nous, on est sur Heroku, on va faire en sorte que ça déploie une app de test sur Heroku avec sa base de données. Et pour éviter d'avoir tout à recréer, ça crache aussi dedans, ça injecte dedans des données de test. Et finalement, ça, c'est les choses sur lesquelles on a vraiment un retour sur investissement qui est considérable. Voilà, donc nous, notre plateforme, notre application SaaS, elle est développée sur Heroku. Puis on a aussi, par exemple, un autre projet pour notre site Internet. Ça déploie aussi sur Heroku pour la partie CMS et sur Amplify, sur AWS pour la partie site. Voilà, tout est faisable. Au niveau du cycle de livraison, quelques petites précisions. Donc nous, on fait du SaaS, donc on fait des mises en prod à peu près toutes les semaines, ou plus souvent si on a besoin. Mais on s'oblige à faire une mise en prod toutes les semaines, en évitant le vendredi. Donc je crois qu'elle doit être notée dans l'agenda de façon cyclique, je crois, tous les mardis. Et puis en on-premise, on livre des zip avec des scripts Ansible et des instructions qui sont somme toute très simples à nos clients, donc qui font la mise à jour en toute autonomie. Donc en fait, on est sous Docker, donc on leur livre des mises à jour d'images Docker, mais tout ça est scripté avec Ansible et zippé. Donc en fait, ils ont juste à récupérer le zip, dézipper, remplacer dans un fichier le nom de leur serveur ou leur adresse IP de leur serveur et lancer le script. Donc ça nous permet, nous aussi, ça nous permet, nous, de tester sur un environnement de test qu'on a qui est similaire. Et puis, ça permet d'être assez serein et on n'a quasiment jamais eu de retour, de problème sur toutes ces livraisons. Donc, au niveau du déploiement et du packaging, donc tout ça est fait par notre intégration continue. Donc, je l'ai dit, toute merge request donne lieu à une review app. Les merge requests qui sont mergées sur Develop, nous, elles vont aller sur staging avec une génération automatique de versions, avec des RC pour la version qui va arriver derrière. Donc pareil, on a automatisé la génération de versions pour identifier chaque version, parce qu'avant on n'avait pas ça, et puis on se retrouvait à ne plus savoir exactement, notamment le client qui avait fait la mise à jour, est-ce qu'elle avait bien marché ou pas. On n'avait pas trop de moyens de vraiment vérifier sur l'application, autre que d'avoir les versions. Donc c'est un petit investissement, mais qui fait gagner énormément derrière. Et puis ensuite, toutes les semaines, une merge request de mise en prod. Donc ça, c'est même le product owner, il fait une merge request de développe sur master. Et ça déclenche quoi? Ça déclenche la génération automatique d'une version. Donc là, elle n'est plus en RC, elle est finalisée. Le déploiement sur nos deux plateformes, puisqu'aujourd'hui, on en a deux et on va en avoir de plus en plus, nos deux plateformes SaaS. Ça construit les images Docker pour une nouvelle installation ou une mise à jour. Et ça génère les scripts Ansible pour le on-premise qui sont zippés. Et un peu comme l'exemple que je disais tout à l'heure des 3 fichiers de mise à jour que je livre au client, la livraison au client, c'est que je télécharge le zip, je lui mets sur un dépôt prêt à télécharger, je lui envoie un petit mail, les explications sont très simples, et voilà, ça nous fait gagner énormément de temps. Alors, il ne faut pas oublier les différentes cérémonies classiques de l'agilité, notamment de Scrum, même si on n'est pas en itération. Donc nous, le daily, super important, on le fait tous les matins dès que tout le monde est disponible, vers environ 9h30. On le fait en présentiel ou en visio dès qu'il y a une personne qui est à distance. Alors, on a un mix de télétravail aujourd'hui. Et donc, les personnes qui sont au bureau se mettent devant un écran et puis celles qui sont à distance se connectent. Mais on n'oublie personne, on le fait systématiquement avec tout le monde. Ça nous arrive alors aussi des fois de faire ce que j'appelle le café délit croissant.
Voilà, si quelqu'un a eu la bonne idée, pour une raison ou sans raison, d'amener des croissants. Et du coup, bah voilà, le daily peut vraiment être un moment détendu, d'échange et de partage à la fois de ce qu'on a fait dans la journée, mais aussi d'autres points intéressants. Et ça favorise la cohésion d'équipe. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment systématisé tous les jours chez nous. Et qu'on fait, je ne sais pas si je le précise après, mais qu'on fait avec tout le monde. On a par exemple eu, il n'y a pas très longtemps, un stagiaire de 3e. Et ben, il participait au daily comme tout le monde. Alors nous, l'objectif, c'est de faire un petit point d'avancement, évidemment, de chacun, avec les questions classiques. Au passage, les questions du daily, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que j'ai des problèmes? Et pour moi, la dernière des questions est la principale, finalement. C'est voilà, est-ce que j'ai des difficultés, est-ce que j'ai besoin d'aide, etc. Alors nous, on est tellement en relation au quotidien les uns avec les autres que voilà, le daily, finalement, permet d'échanger plus des informations, d'avancement, de difficultés éventuelles, etc. Mais voilà, quelque chose d'important. On fait quelques efforts aussi pour limiter la durée, parce qu'on peut vite être bavard, et puis surtout si on a le café croissant, qu'on est bien installé, ça peut durer. Donc on essaie de faire attention à ça. C'est un point qui est sorti il n'y a pas très longtemps en rétrospective, le fait que les délits duraient un petit peu trop. Et puis récemment, on a été rejoint par 2 alternants en commerce marketing. Et là, on s'est rendu compte, à les écouter en rétrospective, que nos délits étaient assez techniques. Donc, du coup, on fait aussi un effort pour éviter d'être pas trop technique, de vulgariser. Ça va aussi dans le sens de rentrer moins dans les détails. Et puis, parfois, on enchaîne avec des sujets d'actualité, des sujets à discuter, à évaluer, à trancher. Mais là aussi, on fait l'effort de se dire « Ah, non, on ne va pas le détailler maintenant, on est dans la partie daily. » Donc, on essaye de distinguer la partie daily on en parle après. Et puis après, voilà, le daily est fini. Et notamment avec l'idée que si quelqu'un n'est pas intéressé par le sujet qui suit, le daily est terminé, il peut quitter le daily, quoi. Et puis on enchaîne avec ces sujets-là. On avait tendance un peu à tout mélanger avant, et ce qui contribuait à faire des délits qui duraient vraiment dans le temps. J'ai évoqué la rétrospective, et ça c'est un point vraiment indispensable dans tous les contextes, qu'ils soient agiles d'ailleurs ou pas. Donc nous, la rétrospective, on l'a fait environ 1 fois par mois, avec toute l'équipe. Les permanents, les alternants, le stagiaire de 3e, il était là quand on a fait la rétrospective. Il a fait la rétrospective avec nous. Il a fait ses post-it, il a partagé ses points de vue. On essaye de la faire assez courte. Alors, nous, comme on se parle beaucoup au quotidien, puis qu'il se trouve qu'on arrive à quand même aborder des difficultés sans la rétrospective, ce qui est une chance, du coup, la rétrospective permet de durer moins longtemps. Le déroulé, moi j'aime bien le déroulé assez classique. On commence par un bilan des actions de la rétro précédente. Ensuite, on met un chronomètre à 10 minutes, un peu moins, mais un temps imparti non compressible où chacun prend le temps de se poser. Alors, je n'ai pas noté, mais on évite, on interdit tout ce qui est ordinateur, téléphone et autres. Le but, c'est que chacun soit vraiment complètement présent dans ce moment-là. Donc, chacun prend 10 minutes où il va pouvoir noter par post-it un sujet positif ou négatif. Chacun présente ses post-it rapidement et les explique. Ensuite, on échange sur les points positifs. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on s'attarde sur les points négatifs ou les points à améliorer pour en tirer un plan d'action. Et ça, c'est très important. Nous, on ne sort pas de là sans avoir un plan d'action, c'est-à-dire pour chaque point négatif, avoir noté au moins une action. Et puis, alors j'ai mis un responsable, c'est-à-dire une personne qui va s'assurer que l'action est menée. Ce n'est pas forcément la personne qui mène l'action, mais au moins la personne s'assure que l'action est menée. Alors évidemment, tout ça, on va faire attention à la forme dont ça va se passer. Il va falloir faire preuve de bienveillance, d'écoute, de tolérance. Essayer de parler de soi, en commençant les phrases par je, et éviter le tu, les agressions, etc. Ça, c'est pour moi vraiment indispensable. Donc, voilà, je voulais vous partager un peu tous ces points-là. En conclusion, ce que j'ai un peu dit tout au fil, c'est que pour nous, pour moi, en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est en mode start-up qu'il faut y aller à l'arrache et puis au bout de quelques mois de se dire mince, on a accumulé, alors je ne l'ai pas évoqué là, mais finalement, on va avoir accumulé beaucoup de dettes, de la dette technique, de la dette fonctionnelle. Voilà, on peut vraiment accumuler de la dette à tous les niveaux, que ce soit vraiment dans la qualité du code, mais aussi au niveau de l'interface graphique, si on a laissé passer des choses, de se dire à un moment, il y a trop de choses, et de se retrouver complètement noyé dans tout ce qu'il y aurait à reprendre.
mettre en place les bonnes pratiques dès le début. Vous voyez, j'ai essayé d'évoquer avec vous tout ce qu'on a mis en place dès le début. Et il y a vraiment un retour sur investissement qui est vraiment super important. Et y aller par petits pas, alors que ce soit mise en place de l'intégration continue, que ce soit mise en place des tests, du TDD, des bonnes pratiques dans le code, etc. On y va par petits pas, mais de ne pas lâcher l'affaire et de toujours essayer de progresser sur tous les niveaux, quoi. Voilà, donc je ne sais pas le temps qui nous reste pour les questions. Et n'hésitez pas, évidemment, à participer au ROTI pour me faire des retours. Ça me permettra de savoir si ça vous a plu ou pas et si ça peut s'améliorer. Il te reste 8 minutes. Combien? 8 minutes. 8 minutes pour des questions. Alors, je ne sais pas, Laurent, si tu as eu le temps de voir s'il y avait des questions qui passaient ou pas. Il y avait 2-3 petites questions au début. Anne-Laure, alors je ne sais pas si vous les avez répondues, mais Anne-Laure demandait combien vous étiez dans l'entreprise. Alors, on n'est pas nombreux. Moi, je les ai rejoints. Donc, quand je les ai rejoints, on était 3 avec mes 2 associés qui développaient. Au fil du temps, ils développent de moins en moins. Et puis, je leur demande maintenant de quasiment plus développer parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, je leur demande vraiment de consacrer leur énergie là-dessus. On a eu un alternant en développement, un jeune qu'on a embauché. Et puis, on a 2 alternants en commerce marketing. Donc, en termes de développement, aujourd'hui, on est 2. Voilà. Et il y a François Gaël qui avait demandé une petite précision de vocabulaire. À un moment donné, tu avais dit enabler. Et il voulait. Est-ce que tu peux le clarifier? Oui, alors, les enablers, quand j'en ai parlé, donc j'ai dit que c'était des tickets techniques. Moi, j'ai essayé. Je ne vous cache pas que pendant des années, j'ai essayé de me dire un backlog ne doit pas avoir de tickets techniques. La technique doit être pilotée toujours par du fonctionnel. Et il s'avère que non. En fait, moi, aujourd'hui, je suis pragmatique et il y a des choses qu'on a à faire techniquement. Et alors, soit on le fait noyer dans autre chose, et puis là, le product owner ne comprend pas pourquoi cette tâche-là prend beaucoup de temps alors qu'il pensait que ce serait moins. Alors, on peut lui expliquer que cette tâche-là nécessite un refactoring, nécessite une adaptation. Nous, maintenant, finalement, aujourd'hui, c'est clair, ça convient à tout le monde, on préfère les séparer et donc d'avoir des tickets qui sont vraiment techniques. Et d'ailleurs, je précise, j'ai dit que la priorisation se faisait par le product owner sur tous les tickets qui sont bugs et user story. Par contre, les tickets enabler, notre maître mot chez nous, c'est que n'importe quel développeur peut créer un enabler et le mettre avec la priorité qui lui convient. Donc, ça nous arrive, on n'en fait pas énormément, mais ça nous arrive régulièrement de faire des enablers qu'on glisse en haut de la priorité à faire. Parce qu'en fait, on est sur une tâche, par exemple, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui serait à faire en termes de technique. Et plutôt que de le glisser dans la tâche, on va essayer de livrer rapidement cette tâche, cette fonctionnalité. Par contre, on crée un ticket technique derrière pour tout de suite améliorer quelque chose. Alors oui, ça a un rapport avec la dette technique. Et je dirais, c'est pour traiter la dette technique tout de suite dès qu'elle apparaît. Donc, éviter que ça s'accumule et que ça devienne de la dette technique qu'on accumule. Voilà pour la précision sur ce point-là. Pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, n'hésitez pas. On va essayer de les guider, de les surveiller, les questions, s'il y en a. Alors, il y aurait plein d'autres choses que j'aurais aimé partager avec vous, mais bon, voilà, c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Ce qui m'a aussi inspiré ça, c'est à la fois notre retour d'expérience. Moi, je ne l'ai pas précisé, mais avant, j'étais indépendant, je faisais aussi du coaching agile technique en entreprise. J'étais indépendant, je faisais des missions dans plusieurs entreprises. Et là, j'ai eu la chance, c'est l'opportunité aussi, lorsque j'ai rejoint Vertis, d'avoir les mains totalement libres pour mettre en œuvre. Et donc, j'ai pu mettre depuis 2 ans, 2 ans et demi, j'ai pu mettre en œuvre toutes les choses auxquelles je crois et que je n'ai pas toujours pu mettre en œuvre ailleurs. Donc, c'était vraiment une bonne opportunité, un bon cas d'école et un bon laboratoire d'essai en grandeur nature. Donc, c'est ça que je voulais partager. Et puis aussi, on est, nous, dans un bâtiment où il y a d'autres startups avec lesquelles on échange autour de moments de partage commun. Et puis, je me rends compte, je croise des gens qui sont en difficulté, qui viennent chercher un peu de l'information, du partage, voire du conseil, parce que ils ont démarré il y a 6 mois, il y a 1 an, puis qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que leur code n'est plus évolutif comme il faudrait. Il n'y a pas très longtemps, une startup est venue me voir en me disant on a l'impression qu'il faut faire une V2 de 0, recommencer de 0.
Et en discutant, eh ben, effectivement, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas du tout mis en œuvre ce qu'il fallait. Et en fait, le piège un peu, que moi je vois dans les startups, c'est que souvent, les fondateurs des startups sont souvent pas techniques, ont des idées qui peuvent parfois être géniales, mais n'ont pas la notion de la technique. Et donc, ils vont faire confiance aux développeurs. Et donc, c'est aux développeurs ou à l'équipe technique de porter ces sujets-là. Malheureusement, pour souvent des raisons de coût, eh ben, ils vont faire appel à des juniors ou des gens pas forcément très expérimentés, voire des alternants. J'ai vu des startups avec un CEO et puis 2-3 alternants pour sortir un produit en quelques mois. Alors, c'est sûr que des jeunes peu expérimentés vont avoir plus de mal à avoir du retour sur tout ce qu'il faut mettre au quotidien, tout en étant efficace et en répondant à la sollicitation d'avancer vite et de livrer vite. Donc voilà, faire attention en mode startup à ne pas non plus tomber dans ces pièges-là. Du coup, il n'y a pas de question. Moi, j'en ai une petite question, du coup, Oui, je vais en profiter. Du coup, tu as dit que ces pratiques, vous les avez mis en place sur une petite équipe. Est-ce que tu penses que ça serait applicable sur une équipe un peu plus grosse, de 5-6 personnes, ou est-ce qu'il y aurait des adaptations à faire? Non, 5-6 personnes, il n'y a vraiment aucun problème. Même plus. En tout cas, j'ai listé tout un tas de choses qu'on a mis en place. Mais dans tout ce que j'ai listé, il y a quasiment tout peut être mis en place. Alors après, il faut adapter, ça se fait de différentes manières. Mais de se dire, on va avoir un workflow, par exemple, tout notre workflow qu'on a de traitement, en passant par les merge requests, etc. Ça peut être mis en place, quelle que soit la taille de l'équipe. Il faut l'adapter. Mais à un moment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter aussi l'effort que ça demande pour être mis en place, peut-être les contraintes, mais de voir au-delà de l'effort et des contraintes, de voir ce que ça va apporter. Ensuite, tout ce qui est daily, rétrospective, tu me dis une équipe de 5-6, mais encore plus à 5-6. Nous, on n'est vraiment pas nombreux, donc je disais, les rétrospectives vont très vite maintenant parce que finalement, au quotidien, on s'aperçoit qu'on arrive en rétrospective, il y a des choses qui ont été résolues dans le mois, parce qu'en fait, on se parle, on s'entend bien, et voilà. Parce qu'on est très peu nombreux. Dès qu'on est un peu plus nombreux, forcément, les gens se parlent moins. Donc, je pense que c'est d'autant plus important de favoriser des moments d'échange comme ça, comme la rétro, le daily. Et après, la qualité du code. J'ai fait une session hier, on a fait une session avec mes collègues hier sur le Coding Dojo. Par exemple, dès qu'on est un peu plus nombreux, organiser des Coding Dojo. Alors, moi, j'ai surtout un jeune développeur avec moi, mes collègues développent moins. Donc, je fais du pair programming, donc on a un peu moins... la formation, la transmission, le faire monter en compétences, pour moi, le meilleur moyen, c'est finalement le pair programming. Mais dès qu'on est un peu plus nombreux, un très bon moyen, par exemple, c'est d'organiser des Coding Dojo un midi par semaine. On se met autour d'une table, un écran, avec des sandwichs, on prend un sujet hors contexte du quotidien, et puis on essaie de s'améliorer. Voilà, donc tout ça est peut totalement être mis en œuvre sur des équipes un peu plus grosses. Alors après, moi, je n'ai pas l'expérience d'une startup avec 100 développeurs. Et là, c'est notre affaire. OK. Merci Xavier. Du coup, Xavier, sur ton dernier slide, tu avais mis le rôti. Je le repositionne dans le lien, ce qui permettra aux gens de pouvoir cliquer directement dessus s'il y a besoin. Et je te remercie pour ta présentation. Et du coup, je vais souhaiter à tout le monde un bon repas et bonne session cet après-midi. Ouais. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des retours, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur LinkedIn ou par mail. Je ne l'ai pas partagé sur un slide, mais c'est facile, c'est xnopre sur gmail.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera toujours plaisir.